Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette troisième conférence de notre semaine de l'international consacrée au développement des entreprises sur les marchés extérieurs en partenariat avec Altios, spécialiste de l'internationalisation des PME et ETI. Alors, après le panorama global des enjeux mondiaux que nous avons réalisé lundi en compagnie du PDG d'International SOS, qui est aussi président des CCI France International, après le focus que nous avons eu hier avec notamment Émeric Daher du groupe aéronautique Daher sur les conditions d'un développement réussi en Amérique du Nord, nous voici revenus en Europe. Alors pourquoi l'Europe? L'Union européenne reste le premier partenaire économique de la France, avec plus de 50% des échanges réalisés intra-européennes pour la France. Nous avons, nous, en tant que banquiers, plus d'une demande sur deux d'accompagnement de nos entreprises françaises sur la zone Europe. C'est la voie la plus naturelle pour se lancer à l'international du fait de sa proximité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe soulève de nombreuses questions compte tenu des risques de récession économique, point d'interrogation, de tous les sujets d'indépendance, notamment énergétique, et aussi de la concurrence forte exercée par les autres zones, et notamment, on le voit avec l'Amérique, avec le plan Biden aujourd'hui qui met sur la table des budgets massifs de l'ordre de 369 milliards d'euros pour les entreprises qui se développent sur le marché américain. Voilà, donc aujourd'hui la question, quelles sont les opportunités de développement en Europe? Et pour en parler, nous allons notamment faire un focus sur l'Europe du Sud, notamment l'Italie et l'Espagne, qui constituent parmi les plus grands partenaires de la France et qui sont toujours très sollicités en termes de recherche de développement par nos entreprises françaises. Et pour répondre à ces questions, eh ben nous avons le plaisir d'accueillir Hubert François, qui est directeur général de Salins du Midi, président du groupe, et qui va nous apporter sa vision très opérationnelle d'une ETI qui fait l'international de longue date, mais surtout qui est implantée en Espagne et Italie. Donc, pour un témoignage très, très pragmatique. Nous aurons également l'éclairage de Philippe Segui, responsable du développement international de Greenflex, parce qu'on va parler aussi des liens en matière d'adaptation de la transition énergétique. Donc, ça nous paraissait important d'avoir cet éclairage sur ce sujet qui devient de plus en plus important et quel est le cadre réglementaire européen et qu'il faut avoir en tête sur ces questions-là. Et nous aurons nos amis d'une part d'Altios Espagne et Italie d'une part et les desks du réseau Groupe Crédit Agricole, donc CACIB Espagne avec Jean-Jacques Laragnou et Italie, donc avec Gaetano Camarda et Annie Orsière, donc qui viendront compléter ce panorama entre témoignages opérationnels, éclairage sur le contexte local et les façons d'accompagner de manière très concrète les entreprises, les PME et ETI à l'international. Voilà pour le menu. Je vais passer tout de suite la parole à Hubert François, qui est un fidèle du Tour de France, comme vous le voyez, qui a mis son maillot jaune juste derrière lui. Merci beaucoup, Hubert François. Et donc, vous avez une longue pratique de l'international. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est votre métier, que représente l'international pour vous et quels enseignements vous pouvez tirer de vos implantations, de vos expériences de développement en Italie et en Espagne? Je vous passe la parole. Merci beaucoup Arnaud. Bonjour à tous, merci d'être là. En effet, sur la diapo que vous allez voir, je vais vous dire en deux mots qui nous sommes. Alors, nous sommes une très vieille société fondée en 1856, qui aujourd'hui est une ETI. On est 2500 collaborateurs, on fait environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est les seuls en Europe qui faisons du sel de mer, du sel de mine et du sel raffiné.
Bon, le sel de mer, tout le monde sait ce que c'est. Le sel de mine, c'est une mine à 300 mètres de profondeur. Et le sel raffiné, c'est qu'on dissout une couche de sel qui se situe en général vers 1000 mètres de profondeur. On sort la saumure et on l'évapore. Et c'est le principal mode de fabrication du sel dans tous les pays qui sont loin des marais salants parce que énergétiquement, l'évaporation coûte moins de CO2 que le transport du sel depuis les marais salants. Donc, vous le savez peut-être pas, mais le sel, c'est pas que le sel de table. Il y a énormément d'utilisations. En gros, un tiers du sel dans le monde, c'est le déneigement. Un tiers du sel dans le monde, c'est l'électrochimie, c'est toute la filière chlore-soude, hein, qui permet de faire le PVC, etc. Puisque le sel, c'est du chlorure de sodium, hein, donc chlore-soude, qu'on sépare chimiquement, enfin électriquement. Et puis, un autre tiers, c'est toutes les autres activités qui sont extrêmement nombreuses puisque vous traitez votre piscine avec du sel, puisque votre adoucisseur d'eau fonctionne avec du sel, puisque la charcuterie que vous avez mangée à midi contient du sel et le fromage que vous mangerez ce soir contient du sel, plus le sel de table, la baleine. Voilà, donc pour faire rapidement ce panorama, et nous sommes 2500 collaborateurs, nous sommes en France, en Espagne, en Italie, c'est le but d'en parler aujourd'hui, mais aussi au Portugal, en Slovénie, en Hollande, au Danemark, en Suède, en Tunisie et au Sénégal pour l'instant. Et notre projet, c'est de continuer à croître un peu en marguerite de cette manière. Donc sur la diapositive d'après, je vous montre nos implantations, donc vous les voyez. Alors, j'ai fait un focus particulier, donc vous voyez les implantations de sel de mer, c'est en rouge, donc tout ce qui est au sud. Et puis, le sel d'évaporation, c'est ce qui est en vert, c'est les petits points verts, donc c'est tout ce qui est au nord, sachant qu'à droite, on a mis les Pays-Bas, Danemark et Suède. Et enfin, le sel de mine, mais nous n'avons qu'une seule mine à l'est de Nancy, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Nancy. Les deux focus, c'est l'Italie et l'Espagne. Hein. Alors, pour commencer par l'Italie, nous avons 4 sites de production, 2 marais salants et 2 usines de transformation. Ce qu'on appelle une usine de transformation, c'est tout ce qui permet de sécher, de cribler le sel et ensuite de le conditionner, soit dans des paquets pour la consommation humaine ou des sacs, des big bags, de le compresser pour faire des pastilles pour les adoucisseurs d'eau, etc. J'ajoute qu'on fait aussi du sel de pharmacie. Ça, c'est fait au Danemark. Le sel de pharmacie, c'est le sel qu'on vous injecte quand vous faites une perfusion. C'est un sel très, très particulier qu'on ne peut faire qu'avec du sel d'évaporation. Et donc, 2 marais salants, un qui est le plus gros d'Europe, qui s'appelle Margherita di Savoia, qui peut faire 500 000 tonnes, et puis un autre au sud de la Sardaigne, à Sant'Antioco, tout au sud de la Sardaigne. Il se trouve qu'on avait un historique d'un seul site de transformation, c'est-à-dire qu'on achetait le sel à Porto Viro et on le transformait, on le criblait, on le séchait et on le mettait en paquet. Et récemment, on a pu faire l'acquisition des 2 marais salants et dans un des deux, il y a une usine de transformation. Et en Espagne, on a 6 sites de production, 3 marais salants et 3 usines de transformation, un peu historiquement. Alors tout ça, c'était pour vous parler de Salins, mais ce qui vous intéresse, c'est qu'on parle d'Espagne et d'Italie. Et donc sur la diapositive suivante, j'ai synthétisé un certain nombre de points qui me sont venus à l'esprit quand on m'a demandé de vous parler de ça. Donc notre expérience dans ces 2 pays est assez ancienne, mais aussi avec des expériences récentes, puisque la semaine dernière, on vient de signer une acquisition en Espagne et que les 2 marais salants de Tunisie, on les a signés il y a 1 an et demi. Bon, il y a quand même des différences entre ces 2 pays que je veux souligner. La première, c'est que l'Italie est un des premiers fondateurs de la communauté européenne il y a très très longtemps, et donc ils ont, on va dire, une plus grande intégration et habitude de la communauté européenne, et aussi ils ont une histoire ancienne, c'est eux qui ont inventé la banque, hein, on va dire, et puis ils ont une forte culture de PME et de PMI. Je vous ai dit une petite phrase, c'est qu'en Italie tout s'arrange et en Espagne jamais rien ne s'arrange, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a une culture qui est différente entre les 2 pays, c'est ça ce que je veux souligner. Il y a un accompagnement
des entreprises qui est extrêmement différent par les pouvoirs publics, les régions, les départements, on va dire les communes, qui est fort différent d'un pays à l'autre. Et d'ailleurs, il y a une appréciation des Français qui est complètement différente. Hein, c'est-à-dire que les Italiens ne voient pas les Français comme les Espagnols. Même si chaque pays conserve son nationalisme, mais c'est vu de manière différente. Ça va peut-être être un sujet de réflexion pour vous, et j'en parle encore après, c'est que à l'inverse, l'Espagne a une culture industrielle beaucoup plus récente et qui s'est beaucoup faite quand ils sont rentrés dans le marché commun. Moi, j'ai connu cette période. Ils ont voulu être des acteurs industriels du marché commun, mais essentiellement en essayant d'être moins chers que les autres. On connaît les tomates qui viennent d'Espagne, etc. C'est parce qu'ils voulaient être moins chers que les autres. Donc ça veut dire que ce sont des marchés très différents et qu'il faut analyser différemment. Alors heureusement, vous avez des appuis comme Altios, comme LCL Crédit Agricole, qui peuvent vous conseiller au-delà de simplement ce que je dis aujourd'hui. Et il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur des gens qui connaissent les différents pays. Mais le point commun quand même de ces deux pays, c'est que l'Espagne et l'Italie sont beaucoup plus proactifs que la France en faveur de leurs entreprises. Il y a beaucoup plus une culture d'aider les entreprises. Je donne un exemple que vous connaissez tous. Bon, l'énergie en Espagne, elle n'a quasiment pas augmenté. En France, c'est toute une complication. On nous a dit qu'on nous aiderait, après on nous aide plus, etc. Et en Italie, on reçoit un chèque tous les mois en compensation des augmentations du prix de l'énergie. Si je donne que cet exemple. Alors après, j'ai cité un certain nombre de choses parce que il y a deux moyens d'être dans ces pays. Soit vous y êtes déjà, et à ce moment-là, c'est pas ce dont on va parler. Mais si vous y êtes pas, il faut savoir un certain nombre de choses. En tout cas, de mon point de vue. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui parlent la langue. Le problème de la langue en Europe reste un problème majeur parce que quand on est obligé de parler au quotidien, c'est très compliqué de parler dans les deux pays une langue tierce. On a l'habitude de parler anglais tous, mais l'espagnol ne parle pas le même anglais que le français et donc il y a des choses qu'on ne se comprend pas et donc il faut qu'il y ait une approche commune d'une langue maternelle. Bon, c'est pas évident, mais c'est un point important et quand je dis parler la langue, c'est connaître aussi la culture de ces pays, leur histoire. Ces gens aiment qu'on leur parle aussi de leur monde, de leur vie. Après, le deuxième, c'est qu'il faut connaître le marché. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, pour le marché que vous voulez adresser, avoir fait une vraie analyse de comment il est structuré. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Est-ce que les prix sont élevés? Est-ce qu'ils sont bas, etc. Parce qu'il ne faut pas s'implanter, avoir une mauvaise surprise après. Et puis, connaître les clients que l'on peut avoir dans ce marché. Évidemment, avoir un bon cabinet d'avocat local et des bons conseillers, mais vous en avez autour de cette table, donc n'hésitez pas à vous adresser à eux. Là, le point très très important, c'est de déterminer sa stratégie, parce que les pays n'étant pas les mêmes, ils n'ont pas forcément les mêmes structures de distribution, de commercialisation, d'intermédiation, etc. Et donc, il faut, avant de se lancer dans un pays, savoir si on est parti avec la bonne, on va dire, le bon business plan. C'est pas vraiment business plan, mais c'est le bon business model plutôt. Est-ce qu'on veut être producteur dans ce pays ou seulement distributeur? Est-ce que si on est producteur, on veut s'adresser à des distributeurs ou être en direct avec ses clients? Et ça nécessite des organisations complètement différentes et qui peuvent être différentes parce que le marché peut être différent d'un pays à l'autre. Enfin, en plus, on a le sujet des relations humaines. Bon, là aussi, évidemment, parler la même langue, connaître l'histoire du pays, sa culture, etc., ça aide beaucoup. Mais il faut obligatoirement, à mon avis, avoir un manager local, hein, parce que il faut quelqu'un qui connaît le pays, qui en parle tous les jours, etc. Mais là, je réinsiste dessus, est-ce que ce manager doit parler notre langue ou pas? Moi, dans l'entreprise, je force les managers à parler le français. Voilà. Ils apprennent, ça leur prenne du temps, mais après,
on parle tous, on fait des séminaires du conseil de direction, tous de la même manière, etc. Sinon, c'est très compliqué. Mais il faut savoir, ce manager local, le juger parce que le caractère d'un Espagnol n'est pas celui d'un Français ni celui d'un Italien, et donc on peut être surpris d'un certain caractère de quelqu'un en se disant oh, ben, ça va pas être le bon, et qu'en réalité pour le pays donné ça soit le bon. Pour s'en rendre bien compte, je le dis sur cette diapo, il faut le suivre mensuellement, voire plus. C'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'avec ce manager, il y ait une relation fluide, mais aussi un suivi. Hein, parce que comme ils n'ont pas forcément la langue de votre, la culture de votre entreprise, hein, il va falloir leur faire comprendre comment vous fonctionnez. Il faut se déplacer physiquement et connaître les N-2. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention avant de se lancer dans un ou deux autres pays, parce que l'emploi du temps diminue très très vite. Parce que si on doit aller plusieurs fois dans l'année dans chacun des pays, plus avoir des business reviews, etc. avec ces gens-là, ben, le temps qu'on consacre en France va diminuer. Hein, donc il faut vraiment se dire, voilà, si je fais ce business là-bas, je sais que je vais avoir un jour par semaine qui va être consacré à ça, donc je vais avoir plus que 6 jours dans la semaine, puisque vous tous, comme moi, vous travaillez aussi le samedi et le dimanche. Connaître les N-2 parce que eux, ils vont vous donner des informations par en dessous, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait que le manager qui vous donne des informations. Et puis, mon dernier conseil, parce que j'ai déjà été très long, et s'il y a des questions, je m'apprête à y répondre si vous en avez, c'est d'analyser les signaux faibles. Parce que, comme on ne peut pas tout comprendre, il faut quand même essayer de comprendre ce qui nous remonte. Et il nous remonte souvent des signaux faibles sur le management local, sur le marché local, sur l'attitude des concurrents, etc. Et donc, il faut absolument les analyser parce qu'ils vont être aussi ce qui va vous permettre de corroborer que vous avez choisi le bon business model, la bonne stratégie sur votre marché. Voilà donc quelques conseils de ma part. J'ai voulu être rapide et non exhaustif, mais vous donner les points principaux. Et bien évidemment, je pense, n'hésitez pas à vous adresser aux spécialistes qui organisent aujourd'hui cette conférence pour nous. Voilà, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, Hubert. Alors, on aura des questions-réponses à la fin. Il y en a une quand même qui a surgi, qui est, vous avez évoqué la nécessité de parfaitement préparer son acquisition en préparant le terrain, faire les études qui vont bien, avoir les bons conseils, etc. Sur la partie intégration des équipes, alors vous avez beaucoup parlé du management, mais sur la partie intégration des équipes, est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers qui vous paraît important de souligner? Parce que la phase d'intégration est évidemment la phase sûrement la plus délicate après pour que le business fonctionne. Alors, moi, je ne pratique pas comme ça, c'est-à-dire que les pays sont sous la direction d'un manager local, d'accord? Je rencontre les N-2, je rencontre les collaborateurs sur place, j'y vais, etc. Mais je ne cherche pas plus que ça à les intégrer. Ils vont s'intégrer dans notre grille de structuration, c'est-à-dire que on fait une business review tous les mois, la business review a toujours le même format, etc. dans tous les pays. Bon, ok. Mais par contre, ils vivent leur vie dans leur pays sans que je cherche plus que ça à les intégrer parce que il y a de toute façon l'éloignement de la langue, il y a l'éloignement géographique. Donc moi, à mon niveau, ça me sert à rien de les intégrer. Par contre, parler avec eux, les rencontrer, etc. Mais je laisse une grande autonomie, responsabilité aux locaux, aux managers locaux. D'accord, ça c'est un point important. C'est le manager, le chef local qui que je cherche à intégrer, lui, c'est ce que vous avez vu, j'ai beaucoup insisté sur ce choix du manager, etc. Parce que lui, il faut qu'il ait partagé ma stratégie, il faut qu'il l'applique comme je le veux, etc. Et que j'ai partagé avec lui, hein, bien sûr, c'est dans les deux sens. Mais parce que, par exemple, dans un pays, nous, on est beaucoup trop dépendant des distributeurs,
ben, c'est pas évident de se décrocher des distributeurs. Et il faut quand même beaucoup insister pour qu'on se décroche des distributeurs pour avoir les clients en direct. Voilà. Donc, c'est surtout le manager local, puis après, c'est à lui de faire son boulot, de, entre guillemets, intégrer les gens à la stratégie. Voilà. D'accord. Donc, on comprend quel est le rôle essentiel du choix du manager local, qui est un rouage vraiment fondamental dans la réussite de votre implantation, que ce soit Italie ou Espagne. Ça paraît très clair. Merci beaucoup, Hubert. Alors, en complément oui, je vous en prie. Si c'est des acquisitions, c'est toujours difficile parce qu'il y a un manager souvent local. Oui. Et c'est très compliqué d'être acheté. Hein. Moi, je dirais, j'ai été dans le groupe Bouygues. Dans le groupe Bouygues, on coupait toujours la tête au début. Hein. Hop, on changeait le manager local parce que c'est très, très compliqué. Alors bon, c'est pas le cas tout le temps. J'ai eu des réussites avec des managers locaux, mais voilà. Voilà, c'est tout. Merci. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup, Hubert. Alors, en complément, comme on évoquait d'ailleurs les jours précédents, 2023, année un peu de toutes les transformations qui se suivent et se cumulent. Parmi les transformations les plus évidentes, il y a ce développement de la transition énergétique. Enfin, on n'en a pas parlé pour Salin des Midi, mais on sait que Salin des Midi, vous êtes assez impliqué dans des sujets de RSE et notamment de défense de la biodiversité. Sur le sujet plus générique de la transition énergétique, quel est un peu notre panorama aujourd'hui? On en parle beaucoup, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe en Europe? Philippe Segui, Philippe, je te passe la parole sur ce sujet. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Alors, je me présente, même si ça a déjà été fait. Donc Philippe Segui, je suis en charge de nos activités à l'international au sein de la société Greenflex. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas Greenflex, nous sommes une société de services en performance énergétique et environnementale, bien évidemment partenaire du LCN, mais ça, vous vous en doutez. Et la raison également pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui, c'est que nous sommes présents à l'international, et notamment en Europe du Sud, au travers de filiales en Italie et en Espagne. Voilà, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un tour d'horizon, alors assez rapide, hein, parce qu'on pourrait passer beaucoup de temps sur ces thématiques-là, du marché. On va zoomer un peu sur le marché des renouvelables en Europe et plus spécifiquement, vous vous en doutez, les tendances et opportunités qu'on retrouve sur les marchés italiens et espagnols. Alors, pour démarrer, effectivement, il m'a semblé important de rappeler le cadre dans Espagne, Italie et autres pays comme la France sont avant tout des pays européens. Donc, il est important de rappeler qu'il y a un cadre qui a été fixé par l'Europe, qui s'appelle Fit for 55, avec une décision qui a été, alors qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique suite aux nombreux COP qui se sont tenus ces dernières années et qui a donc pour l'Europe fixé un cap, une ambition de réduction des gaz à effet de serre de 55% à horizon 2030, en prenant comme année de référence l'année 90. Et avec à plus long terme une trajectoire de neutralité carbone à horizon 2050. Donc ça, c'est le cadre fixé par l'Europe. Et donc, pour parvenir à ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre importantes, un certain nombre d'éléments clés structurants ont été identifiés. Donc, il y a tout ce qui tourne autour des émissions de carbone, de gaz à effet de serre, des usines et des centrales électriques qui sont aujourd'hui soumis à quotas, donc avec des quotas qui vont vraisemblablement fortement augmenter dans les années à venir. Les normes d'émissions plus dures pour les secteurs, pour le coup, non soumis à quotas. Un renforcement des normes relatives aux véhicules. Alors, tout le monde a entendu parler de la fin des moteurs thermiques à horizon 2035, même si c'est dernièrement remis en cause par nos amis allemands. Et en tout cas, voilà un gros sujet également autour des véhicules. Le développement des énergies renouvelables, bien évidemment très important, et c'est ce dont on va parler principalement aujourd'hui. Et après, à venir, des mécanismes également d'ajustement aux frontières. L'idée étant de dire que finalement, il ne faudrait pas que les Européens soient pénalisés quand ils manufacturent des produits en Europe du fait des normes qui leur seraient imposées, et qu'en parallèle de ça, on puisse importer des biens manufacturés dans des pays lointains où les normes ne seraient pas les mêmes. Il y aurait un problème de compétitivité qui pourrait donc être
gérés par vraisemblablement de la fiscalité à l'entrée aux frontières de l'Europe. Il y a un certain nombre de directives, ce qu'on appelle un paquet législatif à venir, donc sur transport, les carburants alternatifs, la décarbonation, l'efficacité énergétique, la compensation, le stockage de carbone ou encore la fiscalité verte, pour n'en citer que quelques-uns. Ce qu'il faut retenir et ce qui est très important, c'est que une fois que ce cadre est donné, c'est important de le rappeler, il incombe ensuite à chaque membre de l'Union européenne de fixer sa propre feuille de route afin, bien évidemment, d'essayer de respecter ce cadre. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, si on s'arrête un petit peu plus sur le sujet de la présentation d'aujourd'hui, à savoir les renouvelables, il y a un certain nombre de tendances au sein de cette directive qu'on retrouve dans tous les pays européens, qui sont une volonté d'affiner des objectifs, c'est-à-dire de passer d'objectifs qui étaient très macro en termes d'énergie renouvelable à des objectifs qui seraient beaucoup plus ciblés, alors ciblés par pays, mais ciblés également par région, par activité, par secteur. Donc, on va vers ces tendances-là, mobilité, des bâtiments, des objectifs qui seraient propres à des activités et non plus un chiffre global ramené à un pays. Une volonté de promouvoir les autres formes de NR. On a beaucoup parlé de l'hydrogène. Alors, l'hydrogène vert, pour rappel, l'hydrogène vert est une hydrogène qui est produit par l'électricité à base d'énergie renouvelable. Donc là, un certain nombre de pays européens ont déjà massivement investi dans l'hydrogène, donc tendance de fond qu'on retrouve de façon importante en Europe. Une volonté de renforcer l'intégration des ENR dans des perspectives plus intégrées, circulaires. Alors, on parle souvent de valorisation de l'énergie fatale. Alors, en 2 mots, la valorisation de l'énergie fatale, pour prendre un exemple qui parlera à tout le monde, c'est vous avez un industriel qui, dans son process, produit de la chaleur, de la vapeur, de la chaleur. Ben, l'idée, c'est de comment peut-on récupérer cette chaleur dite fatale parce qu'elle est liée au process de l'industriel pour, par exemple, la réinjecter dans un réseau de chaleur et pourquoi pas aller chauffer des logements publics, privés, voire des serres pour des agriculteurs dans les environs. Donc, il y a une volonté de promouvoir ce type de solution. Une volonté également de freiner le développement qui est parti un peu à tout va de la biomasse pour les usages énergétiques. La raison à cela, c'est que dans des grandes proportions, c'est forcément néfaste pour l'environnement, notamment en termes de pollution des sols ou encore de déforestation. Et enfin, dernier point important également, une volonté qu'on retrouve dans un certain nombre de pays de lever, de simplifier, de lever tous les freins au développement des projets. Alors, ça peut passer par, bien évidemment, l'assouplissement dans les règles d'attribution de projets, des procédures administratives plus simples, des délais plus rapides qui permettront finalement à des projets de voir le jour plus rapidement. On a tous des exemples autour de nous de projets qui mettent des dizaines d'années à voir le jour. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, si on met maintenant quelques chiffres, et donc pour vous montrer ce qu'est la photo de l'Union européenne en 2020, le slide qui est ici, et c'est le graphique, représente le taux d'énergie renouvelable dans la consommation du pays. Donc, vous avez 2 chiffres, le taux réel à 2020 et l'objectif qui était fixé par l'Europe. Donc, ce qu'on voit en fait sur le graphique de gauche, donc dommage pour les Français présents aujourd'hui, mais que le seul pays qui n'a pas tenu ses objectifs en termes de taux d'énergie renouvelable est la France. Donc, la France, pour la petite histoire, a d'ailleurs pu s'acquitter d'une amende de 500 millions d'euros à l'Europe pour ne pas avoir atteint cet objectif. Et à l'inverse, on voit que les pays, parlons des pays d'Europe du Sud qui nous concernent aujourd'hui, sont plutôt des bons élèves, puisque Italie comme Espagne ont, alors l'Italie avec un taux aujourd'hui à 20% pour un objectif qui était fixé à 17%, donc l'Italie a dépassé son objectif de renouvelable dans sa consommation d'énergie, et l'Espagne est à 21 où l'objectif était fixé à 20%. Donc on voit que les pays d'Europe… L'Allemagne n'est pas mieux que nous, hein, Philippe. L'Allemagne n'est pas mieux que nous.
ou très peu. J'ai pas entendu, pardon. Oui, l'Allemagne n'est pas mieux que nous. Non, puis alors, il y a un slide suivant qui va remettre tout ça et qui va nous permettre de faire cocorico quand même, hein. Donc, je le fais en 2 temps. Ça, c'est plus, voilà, c'est celui-ci, donc on y vient directement. Parce qu'il y a 2 choses, en fait. Il y a effectivement, vous savez tous qu'en France, on a une énergie qui provient principalement du nucléaire et dans une moindre mesure de l'hydraulique. Donc, on a en France une énergie qui est décarbonée. Donc avec finalement une intensité carbone qui est relativement faible, puisque ce n'est pas une énergie fossile. Donc c'est peut-être ceci qui explique qu'effectivement la volonté et les objectifs fixés pour développer les renouvelables sont un petit peu passés au second plan, et c'est ce qui pourrait expliquer que la France est aujourd'hui mauvais élève en termes d'atteinte de ses objectifs, parce qu'inversement, c'est plutôt un très bon élève en termes d'intensité carbone dans sa consommation d'énergie. Ce qui n'est pas le cas, donc vous comprendrez les codes couleurs, que plus on va vers le vert, mieux c'est. C'est assez logique quand on parle de ces sujets-là. Donc la France est plutôt un bon élève, les pays d'Europe du Nord, bien évidemment, parce que depuis très longtemps, ils sont massivement développés les énergies renouvelables. Et inversement, on voit que bon, la Pologne a une énergie qui provient principalement des centrales de charbon, donc fortement carbonée. L'Italie n'est pas en très bonne posture non plus, parce que l'Italie, en fait, a une énergie qui provient beaucoup du gaz, donc énergie fossile, et on va dire que l'Espagne est un petit peu à mi-chemin. Donc, je vous propose du coup de regarder un petit peu de plus près maintenant sur chaque pays, ce qui va caractériser sur chaque pays qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir l'Espagne et l'Italie. Donc, l'Espagne s'est fixé, comme beaucoup de pays, des ambitions, des objectifs assez ambitieux, puisqu'en fait, à horizon 2030, alors contrairement au premier slide que je vous montrais, on n'est pas là sur une comparaison 1990 versus 2030, mais là on parle de réduire ses effets de gaz à effet de serre de 23% à partir d'aujourd'hui. Okay, donc c'est une ambition assez forte. L'Espagne s'est fixée pour ambition également d'atteindre un taux de pénétration des énergies renouvelables d'au moins 42% de sa consommation finale d'énergie. Donc ça, c'est ce qu'il consomme. Et de produire au moins 74% de son énergie en renouvelable. À horizon 2050, on est chez Greenflex toujours sceptique quand on parle des horizons 2050 parce que ces engagements lointains n'ont quand même une valeur qui n'engage que ceux qui les donnent. Donc une volonté en tout cas d'atteindre la neutralité climatique. Je ne me lancerai pas dans l'explication de ce qu'est la neutralité climatique parce que là, il y a également beaucoup d'interprétations. En tout cas, il y a une volonté forte et affichée d'être à horizon 2050 100% en énergie renouvelable. Alors, qu'est-ce qui permet finalement à ce pays de porter cette ambition? Elle a indéniablement des atouts. Le premier, c'est l'ensoleillement, hein. C'est pas pour rien que beaucoup de personnes vont passer leurs vacances en Espagne. C'est un des plus forts taux d'ensoleillement en Europe, donc qui est un facteur excessivement favorable quand on produit de l'énergie solaire. C'est un pays qui a depuis longtemps développé un savoir-faire en la matière. Alors, avec une balance commerciale très positive de plus d'1 milliard d'euros sur l'industrie solaire, c'est plus de 100 000 emplois en Espagne. Et c'est également le 3e exportateur mondial d'éoliennes. Donc, on retrouve beaucoup, effectivement, en Espagne, de champs d'éoliennes et de fermes solaires. Il y a une législation qui est favorable, qui a depuis longtemps encouragé, facilité le développement des projets en autoconsommation, notamment solaire. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et à l'instar d'un certain nombre de pays européens, l'Espagne a également développé un certain nombre de modèles de subventions pour accompagner ce Green Deal européen et favoriser le financement de projets par expérience sur des projets solaires. Pour les entreprises, on est aujourd'hui sur des subventions de l'ordre de 15 à 35%. Il y a des mécanismes qui font que, en fonction de la taille de l'entreprise, vous obtenez des subventions plus élevées pour une petite entreprise que pour une grosse entreprise, mais on va parler de 15 à 35%, typiquement sur des projets solaires financés par des formes de subventions. La particularité de l'Espagne, ça avait été évoqué précédemment, c'est effectivement le poids des régions. Alors, c'est aussi une complexité, c'est-à-dire que les régions autonomes sont également autonomes en matière de subventions.
Donc, d'une région à une autre, on n'a pas forcément les mêmes dispositifs qui sont en place. Mais il prévoit de mettre en place des programmes, notamment un programme de type C2E, certificat d'économie d'énergie, qui existe en France depuis très longtemps. Donc, sur le même modèle, d'ailleurs, ils se sont inspirés de ce qui avait été fait en France, le principe de pollueur-payeur, où les certificats d'économie d'énergie permettent de financer la transition énergétique et sont payés finalement par les fournisseurs d'énergie, dits pollueurs en l'occurrence, qui contribuent donc à cette transition. Et donc ce programme devrait voir le jour en Espagne vraisemblablement au milieu de l'année. On pense que ça sera lancé à partir du mois de juillet. Donc voilà, donc un marché dynamique, un marché qui a des atouts et pour le coup qui est un marché, notamment nous, Greenflex, sur le solaire, les choses sont assez simples. On peut facilement comparer aux pratiques qu'on peut avoir en France ou à d'autres pays. Et on voit que les ROI sur les projets, bien évidemment, avec l'ensoleillement, les coûts de production, etc., sont assez courts et donc assez incitatifs pour les entreprises. Et si on regarde maintenant l'Italie, donc l'Italie n'est pas en reste. Alors l'Italie, elle a une problématique qui est un petit peu différente. Elle veut dans un premier temps, comme beaucoup, s'affranchir du gaz russe. Donc faut savoir que l'Italie en fait est un pays qui était en 2019, j'ai pas les données plus récentes, désolé, mais le deuxième importateur net d'électricité au monde. Donc c'est un pays qui est très dépendant des autres pour la production de son énergie, la consommation de son énergie, ce qui est un problème dans un contexte de guerre comme on est aujourd'hui, surtout quand on est dépendant du gaz russe. Donc les choses, par la force des choses, tout s'accélère en Italie. Il y a une vraie prise de conscience qui a été prise ces dernières années et une volonté de s'affranchir du gaz russe, de trouver une indépendance énergétique aussi forte que possible. On découle des objectifs qui sont également très ambitieux, une réduction des gaz à effet de serre de l'ordre de 39%, la volonté de tripler la production d'énergie solaire, doubler la production d'énergie éolienne. Donc, on est à horizon 2030, donc c'est dans 7 ans. Donc c'est très ambitieux, atteindre un taux de pénétration d'ENR d'au moins 55% de la consommation finale d'énergie et produire au moins 55% de son énergie en renouvelable. Donc là, une ambition très forte qui s'est traduite, alors politiquement déjà, depuis les gouvernements précédents, il y avait eu le National Recovery and Resilience Plan qui avait effectivement prévu une place importante pour les ENR au cœur du programme. Ça a été enrichi depuis et simplifié par décret. Il y a eu la création d'un ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique qui a remplacé le ministère de la Transition écologique. C'est un message assez fort qui atteste vraiment la volonté du gouvernement de garantir autant que possible sa production d'énergie en période de crise. Les renforcements d'effectifs, on va souvent reprocher la bureaucratie italienne, la lenteur la lourdeur et la lenteur dans la bureaucratie, ce qui n'est pas compatible avec les projets et l'urgence climatique. Donc visiblement, un certain nombre d'efforts ont été faits dans ce domaine, avec un renforcement des effectifs, des procédures de simplification pour obtenir les autorisations et les permis pour lancer les projets. Et enfin, un nouveau programme qui devrait être présenté par le nouveau gouvernement au mois d'avril, mais des choses existaient déjà, donc on pense que ça sera assez inspiré de ce qui se pratiquait. L'Italie a beaucoup misé sur des dispositifs de crédit d'impôt pour financer des projets renouvelables, notamment dans le résidentiel, et encourager les gens finalement à passer sur des solutions solaires, à investir dans des pompes à chaleur et tous ces dispositifs, avec des dispositifs de type éco-bonus, super-bonus. Le super-bonus permettait par exemple de financer 110% d'un projet d'un projet solaire sur une résidence par exemple. Donc on pense que ces dispositifs qui ont été mis en place et qui ont fait leurs preuves seront aménagés, reconduits, peut-être diminués, parce que c'est finalement des dispositifs qui finissent par coûter assez cher à l'État, parce que c'est de l'impôt, des recettes fiscales en moins. Mais en tout cas, ça a créé une véritable dynamique de marché et ça a vraiment enclenché, on l'a vu et nous également depuis quelques années, un mouvement très fort sur les énergies renouvelables. Voilà ce que je pouvais vous raconter dans le temps qui m'était imparti sur ce sujet ENR. Je vais juste finir par vous redire en 2 mots Greenflex sur ce qu'on peut vous proposer en Espagne et en Italie. Donc, si vous pouvez bien passer le slide suivant.
Voilà, donc juste rapidement, donc nous sommes une filiale du groupe Total Energy. Greenflex, nous sommes présents dans 4 pays, donc nous sommes européens et du coup 50% de nos pays sont en Europe du Sud. Donc vous voyez, c'est donc présent en Italie, Espagne, donc entreprise française à l'origine et qui s'est développée en Italie et en Espagne. J'en profite pour faire le lien également, étant directeur du développement international, pour dire que je partage complètement ce qui a été dit précédemment et pour le vivre, et notamment l'importance des problématiques de langue, l'importance d'avoir des country managers du pays, du cru, qui connaissent leur marché, leur pays, et de leur laisser suffisamment d'autonomie pour ne pas être dans des modèles où finalement c'est la France qui imposerait pleine de conviction et cherchera à dupliquer un modèle qui n'est parfois pas duplicable et pas adapté. Les derniers pays sur lesquels nous sommes présents, l'Allemagne. Voilà, et le dernier slide pour conclure sur ce sujet-là, toujours lié à Greenflex, je profite de ce petit temps qui m'est imparti, sur les solutions solaires, Espagne comme Italie. Nous sommes capables d'accompagner des clients sur toute une phase, on va dire en amont, une phase d'études, qui est toutes les études d'opportunité, que ce soit monosite, multisite, de faisabilité d'un projet, voire des analyses critiques d'études existantes. On peut ensuite, une fois que le projet est enclenché, accompagner sur la conception et la réalisation du projet, ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça va passer par la rédaction, l'expression de besoin, la consultation de fournisseurs, le suivi d'études, de chantier, etc. Et aller jusqu'au financement du projet avec nos partenaires dans la galaxie Crédit Agricole LCL, présent d'ailleurs, donc Espagne comme Italie, pour financer un projet, donc proposer quelque chose de clé en main. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que si vous avez des questions, je peux y répondre, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Philippe, pour cette vision. On parle beaucoup de transition énergétique en France, des moyens qu'on déploie, etc. Mais là, c'était l'occasion d'ouvrir un petit peu son regard, son champ de vision sur ce qui se passe chez nos voisins. Alors, je vais me tourner maintenant vers Manuel et Jean-Jacques. On va justement aborder ce sujet d'accompagnement des PME et ETI dans les pays d'Espagne et d'Italie. On va commencer par l'Espagne. Manuel, directeur associé Altios Espagne, je te passe la parole. Ça marche, merci beaucoup. Donc, je suis directeur associé Altios en Espagne. J'accompagne des sociétés étrangères et surtout des sociétés françaises en Espagne depuis plus de 20 ans. Donc, si vous pouvez passer les slides suivants, s'il vous plaît. Oui, bon. En tout cas, vous pouvez passer les slides, s'il vous plaît. OK, ça marche. Donc, en commençant par un profil du pays, l'Espagne, c'est un pays avec 47 millions d'habitants, avec un taux de TVA de 21% et un taux d'inflation qui est inestable comme partout l'Europe. Mais bon, en regardant nos voisins, on n'est pas aussi mal que ça avec un 6% de taux d'inflation. On a deux fuseaux horaires, donc on a la péninsule ibérique, l'Espagne, et les îles Canaries, donc c'est 1 heure de moins. Donc c'est quelque chose à retenir. Par rapport à la différents secteurs d'activité dans lesquels il est important, où il y a des opportunités par les investisseurs, on rejoint par exemple le secteur agroalimentaire, on vient de passer les énergies renouvelables, la chimie, l'aéronautique, et les sciences de vie et le tourisme. Sont des secteurs très porteurs, tout cela, et dans lesquels nous accompagnons. Par rapport à la destination des exportations, l'Espagne, la France reste notre premier client. Par contre, la France a la 3e position en termes d'importations, avec un 11% des importations vient de la France. Voilà. Le slide suivant, s'il vous plaît. Bon, OK. Bon. La slide suivante, s'il vous plaît. En tout cas, par rapport à l'Espagne, c'est un pays où il y a 17 communautés autonomes, assez régionalisées, et chacune des régions, il y a ses particularités.
Donc, voici un peu là, un aperçu par rapport à certains secteurs d'activité porteurs par région. Si bien, par exemple, en parlant de la Galice, on parle du textile et chantier naval. Forcément, là-bas aussi, on a un site de production des groupes Stellantis. Surtout, les zones plus importantes en Espagne, c'est Madrid, la Catalogne et Valence. Par rapport à Madrid, c'est le centre géographique de la péninsule ibérique. C'est là où souvent se placent les multinationales parce que finalement, vous pouvez constater que c'est le centre géographique qui permet de faire une liaison entre aussi bien la Catalogne que l'Andalousie via des trains de voie de grande vitesse. On est 5e pays Europe en termes de volume de ventes. En termes aéronautiques, il faut comprendre que l'aéronautique reste un secteur très porteur pour l'économie espagnole, avec 3 sites importants, donc un au Pays Basque, l'autre sur Madrid et l'autre sur l'Andalousie. En Andalousie, par exemple, on fait l'assemblage de l'A400M, ou en Madrid, on fait l'assemblage du Eurofighter, par exemple. Et la Catalogne, avec le secteur automobile, par exemple, là, on a une grosse usine du groupe Volkswagen Audi, dans lequel SEAT, forcément, il est bien présent. Donc, il y a certains secteurs porteurs assez importants. Donc, nous sommes on est 2e plus grand producteur européen d'automobiles, qui représente le secteur automobile 10% de notre PIB, notre PIB. Et on est le 2e pays plus visité au monde, avec plus de 80 millions de touristes qui nous visitent tous les ans chez nous, profiter des côtes espagnoles. Et slide suivante, s'il vous plaît. Donc, ensuite, après, comment séduire les marchés espagnols? Tout à l'heure, notre premier intervenant, il a parlé sur les prix. C'est vrai que les prix restent un facteur très important en Espagne, mais c'est vrai que l'Espagne, elle est constituée avec beaucoup de sociétés familiales et on essaie de passer tous nos efforts sur les volumes. C'est pour cela que les prix des ventes restent un facteur très important, mais si bien qu'on constate avec l'arrivée des sociétés étrangères qu'il y a une petite ouverture sur la vente aux valeurs ajoutées, dont on peut trouver un bon rapport qualité-prix important. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, je dis, les structures entreprises en Espagne, il y a beaucoup de sociétés familiales très bien présentes dans la région. Donc, c'est un excellent accès pour arriver aux alliances avec différents partenaires locaux qui nous permet de pénétrer au maximum et mieux sur les marchés en Espagne. Et forcément, on ne va pas oublier que l'Espagne et l'espagnol, c'est parmi les langues plus parlées au monde, après l'anglais et les chinois, qui permet avec une approche en Espagne, un tremplin pour aller à l'Amérique du Sud. Tout simplement aussi, et on constate, on a des clients français qui s'implantent en Espagne pour bénéficier des accords contre la double imposition qui n'a pas avec la France, comme la Colombie. On a des clients qui s'installent en Espagne pour travailler avec la Colombie, et aussi bien, on a des sociétés américaines qui s'installent en Espagne, en Amérique du Sud, qui arrivent en l'Espagne et l'Amérique du Sud. Le slide suivant. Donc, à partir de là, la culture et la communication avec les Espagnols, il reste très important. Tout à l'heure, on a parlé de l'importance des langues. Les Espagnols, on n'est pas très doués au niveau des langues, donc autant de les aborder dans sa propre langue, l'espagnol. Donc, avant de se mettre en face d'un client potentiel ou un partenaire potentiel, rassurez-vous dès que votre interlocuteur puisse échanger avec vous, soit en français-anglais ou vous en espagnol. C'est vrai qu'on est assez extravertis et très amicaux, mais on a du mal à prendre des engagements. Les prises de décision en Espagne sont relativement très longues.
Et donc, il faut poursuivre derrière et insister pour arriver à un accord concret. Forcément, comme tout à l'heure j'ai dit, on a 17 communautés autonomes. Il y a une fierté régionale très importante. Vous le savez bien, il y a certaines régions qui sont beaucoup plus fières, où il y a plus de fierté, comme ça peut être la Catalogne et les Pays Basques. Donc c'est des choses à respecter. Souvent, des fois, les sociétés françaises, ils me disent, bon, est-ce qu'il faut parler basque pour être au Pays Basque ou il faut parler catalan pour être en Catalogne? Pas forcément, mais c'est vrai que ça peut être un plus, notamment en Catalogne, que les Catalans, c'est assez répandu et utilisé dans le monde des affaires. Mais c'est vrai que si on n'arrive pas, on ne parle pas catalan, les entrepreneurs catalans, ils ne vont pas fermer les portes non plus. Mais ça peut être un plus en termes de communication. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, en fait, comment aborder les marchés espagnols? C'est vrai que l'important, c'est les prendre au sérieux. C'est vrai que moi, depuis toute ma carrière, je vois que les sociétés françaises, des grandes sociétés françaises arrivent au marché espagnol et des fois, ils se trompent avec une stratégie dédiée au marché espagnol. Les marchés espagnols, c'est un marché piège parce qu'on pense que l'effet d'être aussi proche, c'est un peu une extension de la France au-dessus de la France, et ce n'est pas le cas. Donc, l'effet d'approcher les marchés espagnols, il faut les prendre plus au sérieux que certaines sociétés. Ce n'est pas un marché simple à gérer et il faut prendre en considération comme si demain on prend les marchés allemands. Donc, tout se passerait par à mon sens, d'abord établir une stratégie à travers une étude des marchés, et ensuite après travailler les stratégies qui va être à suivre, c'est-à-dire via un accord avec des partenaires potentiels, avec des distributeurs potentiels, soit arriver avec une implantation sur place, avec un développement plus durable, c'est-à-dire l'effet de créer une filiale sur le territoire espagnol. C'est vrai qu'au final, c'est une question du temps. C'est vrai que l'effet de démarrer les marchés espagnols, ça prend du temps, ça prend plus de temps que ce qu'on pense. Et on a de plus en plus de demandes chez Altios avec l'effet d'implantation via une croissance externe. Et c'est pas une mauvaise solution qui nous permet d'aborder les marchés plus rapidement et arriver avec un portefeuille client et surtout une staff qui connaissent déjà les marchés espagnols, c'est un staff local. Mais comme ça a été évoqué tout à l'heure, il est important d'avoir à la tête de la structure quelqu'un avec une dimension multinationale qui puisse échanger avec la maison mère, parce qu'à la France, dans les meilleurs des cas, dans la propre langue, les Français. Les slides suivantes, s'il vous plaît. Donc, lorsqu'on pense à une présence physique, et ça a été évoqué aussi, les temps d'implantation, ils sont assez longs. Je ne vais pas repasser point par point, mais lorsqu'on va créer une filiale ici en Espagne, ou même une acquisition, qu'ensuite après il faut remettre à jour les statuts de la société, c'est un processus assez long. Ça peut durer de l'ordre d'entre 3 à 6 mois, et pour certains, c'est un procès un peu frustrant. Je veux dire parce qu'on est ici, lorsqu'on va créer la filiale, tout ça se passe par un notaire, donc il faut valider tous les statuts et les procès-verbaux chez vous en France avec un notaire, il faut faire l'apostille de la haie, il faut faire la traduction la traduction assermentée, et toutes ces démarches prennent énormément du temps. C'est important d'aborder ces sujets parce que des fois, on a les sociétés qui viennent nous voir avec un candidat pour démarrer demain et malheureusement, on n'a pas les moyens pour pouvoir répondre à cette demande. Donc, avant d'approcher les marchés espagnols, établir une stratégie, un timing adéquat parce qu'en termes de création des structures juridiques ou des structures pour accueillir des équipes, de vos équipes, ça prend du temps. C'est beaucoup de la bureaucratie. Et c'est vrai que les démarches se font beaucoup de façon présentielle. Chez Altios, on fait toute la création clé en main, mais c'est de se déplacer sur place et c'est de négocier avec les fonctionnaires et ça prend du temps.
Donc, slide suivant, et pour finir avant, la partie sociale importante, donc le coût des personnels, les charges patronales, c'est les 32% des charges des salaires bruts annuels. En cas de licenciement, c'est entre 20 et 30 jours par année travaillée. Les salaires minimums, il est extrêmement bas par rapport à ce qu'on peut trouver en France, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur les salaires minimums, donc 1050 € par mois, ça vient de monter un petit peu, mais finalement, aujourd'hui, c'est pas tout à fait les gens, ils se placent pas sur un salaire minimum comme c'est les SMIC qui s'est placé ici. En termes de vacances, nous avons 30 jours de vacances à l'année, à différence de la France, je crois qu'il y a 2 mois, si je ne me trompe pas. Il y en a 14 jours fériés nationaux. Et bon, il y a une chose importante. Et là, pour finir sur l'Espagne, c'est les heures du travail. On fait 40 heures par semaine et c'est vrai qu'on a un décalage horaire avec la France. Et on a un décalage horaire de l'ordre de 2 heures par jour parce que vous, les Français, vous partez déjeuner en moyenne à midi et les Espagnols, ils partent déjeuner à 14 heures. Donc, vous arrivez à 14 heures en pleine forme pour fixer des rendez-vous. On les vit tous les jours, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple. Malheureusement, les Espagnols, ils rentrent travailler à partir de 15 heures, 15h30. Donc, il y a un décalage qui se passe entre midi et 15 heures où il n'y a pas de communication entre les différents pays. Et c'est un point important à aborder parce que c'est quelque part, c'est une perte du temps. Après, en Espagne, les heures de sortie, c'est aux alentours des 18h, 18h30. Et malheureusement, on n'a pas d'RTT. Voilà, les slides suivants. Et pour finir, finalement, là, en fait, comme j'ai dit, c'est important de faire appel à bons partenaires pour faciliter les tâches. Forcément, Altios, on travaille côte à côte avec les desks Crédit Agricole, avec Jean-Jacques Larignon, à la preuve ce qui est chez nous à Madrid. Et c'est vrai que si on arrive à taper sur les bonnes portes, ça nous permet de faciliter notre déploiement sur l'Espagne. Je passe la parole à Jean-Jacques. Ok. Merci Manuel, et je retiens effectivement qu'on ne fait jamais assez attention aux différences culturelles. On a mis effectivement à 14 heures le début de ce webinaire, comme on avait mis 14h30 hier avec les Américains, puisque les Américains ont un gros décalage horaire, mais on prendra effectivement ce décalage horaire culturel la prochaine fois, promis. Merci Manuel, Jean-Jacques, à toi la parole. C'est simplement pas. Bon voilà, moi je suis Jean-Jacques Laragnou, je suis responsable de l'international DEX du groupe Crédit Agricole Crédit Lyonnais, donc en Espagne. Je suis basé à Madrid et on couvre depuis Madrid, ma foi, la péninsule ibérique. Enfin, notre mission essentielle est d'accompagner bien sûr les clients du LCL et plus globalement donc du groupe Crédit Agricole. On fait cela depuis 1995, donc on a une large expérience à ce niveau-là. Hein. Pour vous donner un petit chiffre que j'ai récupéré pour préparer cette réunion, on a ouvert près de 1700 comptes depuis qu'on existe. Donc on a quand même une très grande expérience dans l'accompagnement des contreparties des entreprises françaises qui investissent sur l'Espagne. Donc le desk en fait est composé de 3 personnes où on est parfaitement biculturel, espagnol, français et portugais, France. Je crois que c'est essentiel ce fait d'être biculturel. On connaît très bien le système bancaire français, on connaît très bien le système bancaire espagnol et portugais. Je crois que ça a été, si ma foi, dans ces webinaires, si on doit retenir quelques idées phares, je crois que le décodeur culturel du business qu'on représente ici avec Manuel doit être retenu comme un point phare. Ça a été très bien dit par Hubert François et par Philippe Segui et par Emmanuel d'Altios. Non, je crois que le fait de passer les Pyrénées
même si c'est un pays limitrophe, fait qu'on rentre dans un autre monde. Il y a divers exemples, hein, et c'est vrai que l'entrepreneur français, comme tout entrepreneur, a envie de retrouver à l'étranger ce qu'il a chez lui. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment s'adapter. Je recours preuve juste une petite, bon, ce qui pourrait être un détail pour un Espagnol, mais qui est un monde pour un Français, c'est par exemple l'omniprésence et l'omnipotence, j'allais dire, du notaire dans les affaires en Espagne. C'est quelque chose qui étonne beaucoup nos confrères, nos congénères français. Donc tout ça, il faut le savoir, il faut s'adapter. On est là vraiment pour pouvoir, ma foi, vous accompagner et éviter surtout qu'il y ait des échecs, parce que il y a des ratios qui sont terribles. Hein. 2 entreprises sur 3 mal accompagnées à l'étranger vont dans le mur. Donc, je pense que le groupe Crédit Agricole, le LCL et Altios, on est vraiment une équipe pour pouvoir répondre à vos besoins à 180 degrés. Altios s'occupant de ce qui est la partie non bancaire et nous occupons de la partie bancaire à l'étranger qui n'est pas moindre. Donc, le maître mot là-dedans, c'est l'accompagnement. Il faut être bien accompagné. Donc, au niveau bancaire, comment ça se passe? Pour nous, en tout cas, nous sommes le point d'entrée nous sommes votre point d'entrée et nous allons travailler avec votre chargé d'affaires du LCL, main dans la main avec vous, pour analyser votre projet et pour l'amener à bien du côté espagnol. Alors, il faut savoir que le groupe Crédit Agricole en Espagne n'a pas de... C'est peut-être... On peut revenir un petit peu avant sur le slide d'avant, si vous voulez. Ouais, d'accord, moi c'est pas bon. Ouais. Le groupe Crédit Agricole, en fait, n'a pas de banque de réseau en propre. Donc, ce qu'on va faire, c'est et ça fait partie d'une de nos missions essentielles, c'est de gérer des accords avec des banques locales qui vont ouvrir leurs livres, pour qu'on puisse ouvrir des comptes pour vous et mettre en place des financements pour que vous puissiez commencer à travailler avec les filiales que vous allez créer. Alors, juste un petit point à ce niveau-là. Je vous ai dit qu'on a ouvert 1700 comptes depuis qu'on est en place depuis 1995 ici en Espagne. La plupart des comptes qu'on ouvre à l'heure actuelle sont des comptes résidents, et je pense que Manuel sera d'accord avec moi pour dire que tout ce qui est non résident n'est pas forcément à conseiller. Donc, on peut donc vous accompagner pour l'ouverture de comptes bancaires, pour mettre en place des financements court terme, moyen terme. On peut aussi mettre en place pour vous des cautions qui peuvent être garanties ou non par le LCL, tout ça pour fluidifier l'accès au crédit en Espagne. Donc, ce sont des choses qui sont fondamentales. Alors, on peut pas ouvrir directement des, on peut pas ouvrir directement des comptes, mais en marque propre, nous avons des réponses à certains besoins d'entreprises, notamment via le Crédit Agricole Leasing et Factoring, qui peut mettre en place des crédits mobiliers et immobiliers sur des contreparties françaises en Espagne. On peut aussi donner des réponses à certains besoins, notamment lorsqu'on est en phase d'activité de concessionnaire avec le crédit à la consommation du groupe Crédit Agricole qui a des réponses sur l'Espagne. Donc voilà. Donc n'hésitez pas surtout à passer par votre chargé d'affaires pour que celui-ci qui nous connaît bien nous contacte et qu'on puisse en fait aller jusqu'au bout de votre implantation. On pourrait nous définir, si vous voulez, comme étant le bras armé du chargé d'affaires à l'étranger. Alors, il y a 1000 exemples d'accompagnement, mais j'en retenir un qui était un client du LCL qui ma foi était une société qui travaille avec l'État espagnol ici, donc sur des marchés on va dire publics.
Et ma foi, la première banque qu'elle a contactée toute seule, n'a pas voulu mettre en place une ligne de caution, ce qui, en fait, bloquait totalement l'activité de cette société. Donc, l'entreprise est revenue en France, a contacté sa banque, le LCL, qui nous a contactés et en l'espace de un mois, elle a pu trouver, on a pu ouvrir un compte avec notre banque partenaire, mettre en place la ligne de caution qu'il faut, et cette société a pu démarrer son activité. Je veux dire, c'est être bien accompagné. Encore une fois, c'est la continuité et la survie de l'entreprise à l'étranger. Donc c'est vraiment fondamental. Donc voilà. Alors sur le côté bancaire, on travaille ici en Espagne avec deux banques principalement, avec Banque Inter et Abanca. On a choisi ces banques-là parce que ce sont des banques qui sont un petit peu, qu'on a les mêmes valeurs que le groupe Crédit Agricole et le LCL en France, c'est-à-dire que on a des banques qui sont reconnues sur le monde de l'entreprise et qui ont des temps de réaction assez rapides. Donc là, les DAF ont en fait en face d'eux des banquiers qui ont à peu près la même culture que ce qu'ils ont en France. Avec l'avantage que nous on est là pour assurer le pont et le suivi avec les banques partenaires. Donc voilà, et bien sûr pour tout ce qui est partie non bancaire, on travaille main dans la main avec Altios. Encore une fois, je crois qu'avoir une équipe à l'international qui couvre 180% les besoins d'une entreprise, c'est fondamental parce que lorsqu'une société se déplace à l'étranger, lorsque le dirigeant se déplace à l'étranger, il ne veut pas simplement ouvrir un compte, il veut avoir des conseils sur tout. Et donc ça, c'est vraiment fondamental. L'international se prépare depuis la France et on est les relais de cet accompagnement à l'étranger. Voilà, on pourrait gloser longuement, mais je pense que mes amis italiens ont aussi envie de parler et nous, on est là en tout cas pour recueillir vos demandes. Merci. Oui, merci beaucoup Jean-Jacques. Effectivement, c'est un supplice. On a mis nos amis italiens à la fin, mais ce qui leur permet d'avoir une bonne base de réflexion pour continuer. Et on retient en tout cas que la force de l'accompagnement, effectivement, sur cette zone espagnole, c'est de pouvoir travailler en équipe. Je crois que c'est très important. Hubert François a insisté sur le fait de la qualité de la préparation avant d'arriver dans un pays. Surtout, quand une PME arrive et qu'un dirigeant doit préparer en équipe restreinte son acquisition, son développement, son implantation, et donc ce travail d'équipe est effectivement très très important. Je passe tout de suite la parole au duo Gaetano Mirko pour nos amis italiens. Merci, bonjour à tous. Mirko Montino, donc je suis directeur social de Italie. Donc avec Gaetano, on va vous parler un petit peu de notre marché. Donc si on peut avancer avec les slides, s'il vous plaît. Donc sans rentrer trop dans les chiffres macro, quelques éléments qui, selon moi, c'est important pour rentrer un petit peu dans le contexte du pays. Donc, l'Italie, c'est le deuxième pays industriel d'Europe, après l'Allemagne. C'est 60 millions d'habitants, donc c'est très similaire à la France, mais avec une densité qui est double, parce que la surface est beaucoup plus petite. En effet, l'Italie, c'est la moitié de la France. Un tissu industriel qui est représenté par les 90% par des petites et moyennes entreprises et des OTI. Et une chose très importante pour des réflexions qu'on va faire après, les 80% des entreprises en Italie sont détenues par des familles. Je pense qu'en France, c'est totalement différent parce que, en mémoire, les taux, c'est autour du 20-30%. Ça, c'est un élément très important pour une stratégie d'implantation, qui c'est la croissance externe, qu'on va répondre un petit peu après. Je dirais que la France, l'Italie sont des marchés qui sont de plus en plus mariés. L'Italie pour la France, c'est les premiers pays en termes d'investissement, et la France pour les Italiens, c'est les premiers pays où les Italiens ils vont investir. Donc, pour des raisons historiques, pour des raisons de proximité, des raisons culturelles, en effet, la France et l'Italie sont des pays
qui sont liés depuis je dirais, les temps des romans. Bien sûr, il y a les business, mais il y a aussi les plaisirs de faire du business ensemble, parce qu'au niveau culturel, on est des latins, hein, comme les Espagnols, on a les plaisirs de bien manger, de boire un bon verre de vin, de se faire plaisir. On fait du business, voilà, mais avec les plaisirs de faire du business. Donc, ensemble, aujourd'hui, on a plus de 4000 sociétés qui sont détenues ensemble entre la France et l'Italie. Si on avance, pour chercher d'expliquer un petit peu, il y a une erreur classique que je retrouve dans les 80% des cas quand je rencontre des sociétés ou des patrons de sociétés françaises et quand je pose la question, est-ce que vous exportez, vous connaissez déjà les marchés italiens, ils disent oui, bah, bien sûr, j'exporte depuis 15-20 ans en Italie, j'ai des distributeurs, j'ai des agents, mais ils s'arrêtent là. Je pense qu'il faut dépasser les distributeurs, les agents. Je dis pas de les abandonner, mais aujourd'hui, je pense, surtout en Europe, si on fait du business en Italie avec des distributeurs, des agents, il faut s'implanter directement parce que par expérience, si vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec des distributeurs ou des agents, si vous êtes implanté directement, il est sûr que vous allez rapidement doubler votre chiffre d'affaires. On l'a vu, on a eu des clients, on les a accompagnés, et on a toujours eu les mêmes résultats si ces sociétés ils sont bien accompagnés. Après, bien sûr, on a différentes possibilités pour s'implanter. Donc, il y a, comme j'ai indiqué, les lieux, les bureaux de représentation, la création d'une filiale, des projets de croissance externe. On ne va pas rentrer dans toutes ces possibilités, sinon on va rester là 2 heures. Mais réfléchissez bien sur les faits. Si vous avez des distributeurs, et si vous regardez votre chiffre d'affaires dans les dernières années, dans la plupart des cas, vous avez toujours un chiffre d'affaires qui c'est toujours plus ou moins les mêmes. Car un an, peut-être que vous faites plus, après vous faites moins, peut-être une année, vous faites le même, mais il n'y a pas une évolution régulière. Donc, l'Italie, les marchés italiens, c'est un marché ouvert. Je disais tout à l'heure, pour la France, l'Italie, c'est le premier marché où les Français ils vont investir. Si c'est comme ça, et parce qu'il y a une raison, en effet, les deux cultures, ils se marient bien, et il y a des fortes synergies aussi à niveau industriel, à niveau culturel. Donc, s'implanter, ça veut pas dire de créer des fois des filiales de 30, 50, 80 personnes. Donc, je le souhaite pour vous, mais des fois, ça suffit d'avoir 1-2 personnes en Italie qui gèrent directement, qui sont là pour animer les distributeurs, pour animer les agents. Et ça, c'est très important pour avoir un retour direct du marché, pour motiver votre réseau. Et c'est sûr que votre chiffre d'affaires va augmenter de façon régulière une année sur l'autre. Si on va avancer, comme slide. Donc là, c'est les parcours classiques d'une approche export. Donc, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de sociétés ils s'arrêtent à la phase du développement. Il faut bien sûr arriver là, step by step, mais après, comme je disais, il faut s'implanter. Donc, créez votre société. Nous, avec Crédit Agricole Italie, on est là aussi pour vous accompagner dans ce challenge, dans cette approche, pour vous faciliter la vie, pour rendre tout plus facile et plus rapide. Et après, il y a la partie investissement. On a vu après les Covid qu'on a de plus en plus de clients étrangers et beaucoup de Français ou qui sont déjà présents en Italie ou qui souhaitent s'implanter en Italie, qui approchent le marché italien via des projets de croissance externe. Donc, des fois, on a toujours en tête croissance externe, c'est des millions, des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Dans ce cas, oui, mais on voit aujourd'hui beaucoup de petites, moyennes entreprises françaises
qui sont intéressés à racheter des petits concurrents locaux ou des distributeurs locaux avec des montants beaucoup plus bas. Je disais tout à l'heure, les 80% des sociétés italiennes sont détenues par des familles. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sociétés italiennes qui sont arrivées au stade du changement générationnel. Donc, on trouve beaucoup de petites moyennes entreprises fondées dans les années 40 et 50. Et les fondateurs, aujourd'hui, ils cherchent ou de vendre sa société parce que à des enfants qui ont pris d'autres parcours d'études et donc ils ont d'autres projets, ou ils sont arrivés sur un seuil critique. Dernier cas, j'ai une société italienne la semaine dernière qui ont un chiffre d'affaires de 8-10 millions d'euros et ils sont conscients que pour dépasser ou pour continuer à s'agrandir, ils ont besoin de rentrer à faire partie d'un groupe étranger. Donc, ces années sont des opportunités pour les petites et moyennes entreprises françaises qui normalement ils ont une taille critique beaucoup plus importante des Italiens pour venir en Italie, acheter des sociétés italiennes qui ont un savoir-faire des fois unique en termes de savoir-faire et de production. Donc, c'est vraiment une opportunité. Si on va continuer, slide suivant. Voilà quelques cas, juste pour rentrer un petit peu dans les concrets. Donc, société française, productrice d'emballage première pour le secteur du parfum. Donc, je parle d'emballage en verre, qui gérait le marché italien depuis la France avec des agents en Italie. Donc, comme je disais tout à l'heure, toujours plus ou moins les mêmes chiffres d'affaires en Italie. Ils ont décidé de de recruter et de mettre en place en Italie un bureau de représentation, rechercher un country manager. Les résultats, c'était que dans les 2 ans suivants, à partir du moment qu'ils ont mis un country manager en Italie, ils ont doublé leur chiffre d'affaires. Là, c'est un cas concret. Aujourd'hui, le nord d'Italie est géré en direct. Le sud de l'Italie est géré par des agents, mais les résultats, effectivement, sont concrets et sont évidents. Slide suivant. Société française spécialisée dans la conception et production des systèmes pour la détection de la vitesse. Ils avaient cherché de développer le marché italien depuis la France. Gros problématique, oui, bien sûr, on est en Europe, donc depuis la France, on peut participer à des appels d'offres en Italie, mais c'est différent. Donc, si on n'a pas une filiale, une entité juridique en Italie avec du personnel, sûrement, on a beaucoup moins de chances pour gagner des appels d'offres. Donc, ils ont créé leur filiale, ils ont recruté des Italiens et le marché est en train de se développer. Si on va continuer, la slide suivante, on rentre là plutôt sur des projets de croissance externe. Donc, des cas concrets, France versus Italie et Italie versus France, parce qu'on travaille dans le deux sens. Donc, à part, je pense, mais c'est tous, on les accompagnait à racheter une société basée dans le nord d'Italie. On les accompagnait dans la partie des croissance externe, intégration, etc. Et c'est vrai que racheter aussi des petites structures, ça permet d'être tout de suite opérationnel, d'avoir du personnel local avec du personnel du pays, d'avoir déjà des clients, d'être connu du marché, être connu dans les marchés. Et c'est vrai qu'on gagne des fois 2, 3, 4 ans d'activité. Dans le sens inverse, donc Savino del Bene, donc là on est plutôt dans la logistique, aéroportuaire et sur les bateaux. Donc, on les accompagnait sur un petit projet de croissance externe en France. Et OneTab, on est plutôt dans la finance, dans les crédits d'impôt. Donc, on les accompagnait pour se développer en France, toujours sur des petits projets de croissance externe. Comme je disais tout à l'heure,
On a de plus en plus des projets de ce type et avec nos amis du Crédit Agricole, on travaille vraiment sur beaucoup de projets aujourd'hui dans les deux sens, hein, donc France versus Italie, mais aussi Italie versus France. Voilà, moi j'ai terminé, j'ai cherché d'être rapide, pragmatique et de rester dans le temps. Je laisse la parole à Gaetano. La prochaine, voilà, exactement. Alors en fait, le groupe Crédit Agricole en Italie est présent depuis une cinquantaine d'années. Vous voyez bien que pendant ces années-là, la banque a grandi, elle a acheté d'autres petites banques jusqu'au moment où on est arrivé, jusqu'à l'année dernière, quand on avait atteint les 1100 agences. Et en fait, en achetant à la fin de cette période, le Credito Valtellinese, qui est la dernière banque qui a été achetée, et on a intégré aussi la Friularia, qui est la banque qui ont possédé déjà à 85%. Actuellement, on peut glisser à la slide suivante. Actuellement, comme vous voyez, en Italie, le groupe a 17 000 collaborateurs, 1300 agences. Le groupe développe 4 milliards et 400 millions de chiffre d'affaires et a un résultat net de 1 milliard et 100 millions d'euros, avec une collecte globale de 317 milliards d'euros et 99 milliards en cours. Comme vous voyez, le modèle du business est très, comment on peut dire, très détaillé dans tous les domaines dans tous les domaines bancaires. On a 5,5 millions de clients et on est présent dans tous les domaines. Comme banque commerciale, les encours, donc la banque commerciale, on est la 6e banque en Italie par dimension. Et dans le domaine du crédit à la consommation, on est la 3e en Italie. On est aussi dans la gestion de l'épargne à la 3e place et dans le banque assurance à la 4e. Donc, c'est un modèle de business qui réplique ce qui est le modèle de business au niveau France et au niveau mondial. Vous pouvez passer à la slide suivante. Alors, à part les agences et à part les centres d'affaires en entreprise, en Italie, on a, comme existe en France, les villages. À l'intérieur des villages, on chouchoute en fait les startups et on les fait grandir. On les accompagne et actuellement, on a des villages à Milan, à Parme et dans la région de Venise, dans le Triveneto. Et donc, le réseau de villages continue à se développer parce qu'en fait, il y a aussi le projet d'ouvrir un village aussi dans la région de la Valtellina, qui est la région où il y avait le siège du Credito Valtellinese. On peut passer à la slide suivante. Là, on peut la sauter, celle-là. Voilà. Donc, du point de vue strictement bancaire, actuellement, nous avons, disons, 13 000 collaborateurs, 1100 agences et globalement le 5,3% de la part du marché. Disons que la croissance externe de la banque en Italie est disons, très, très importante, mais il est aussi important l'acquisition de nouveaux clients. Comme vous voyez en bas sur la droite, l'année dernière, on a augmenté notre portefeuille de clients de 150 000 à peu près de nouveaux clients, entreprises bien évidemment. Alors, pour ce qui concerne par contre la transition énergétique, ça c'est la banque en général. Pour ce qui concerne la transition énergétique en Italie, en fait, la banque offre un parcours complet à ses clients, de la notation initiale jusqu'aux produits dédiés aux entreprises individuelles. Offre une approche complète tout au long, une approche de conseil tout au long de la relation. En fait, les sociétés qui veulent
disons, passer par la transition énergétique, on les accompagne et on a des équipes d'accompagnement dédiées pour identifier les besoins des clients et aussi les premières solutions. D'abord, les sociétés dans le domaine de la transition énergétique, ils doivent se faire attribuer par le CERVED, donc la structure italienne des chambres de commerce, un scoring qui est gratuit pour les clients et qui comprend aussi le besoin de transformation de l'entreprise. Il y a la possibilité aussi de définir les Key Performance Indicators ad hoc nécessaires pour la transition. Et bien évidemment, on a aussi des produits et services déjà prêts pour les clients pour disons, pour les aider à affronter la transition énergétique. Annie Orsière, qui est la spécialiste de la banque dans le domaine des produits ESG. Annie, tu es là? Je voulais te laisser la parole à propos des produits qu'on peut mettre à la disposition de nos clients dans le domaine ESG. Annie? Allô? Bon, on a un peu de soucis. On a un peu de soucis avec Annie. En tout cas, on sait que nos collègues de Saitalia sont très engagés sur la partie accompagnement de la transition énergétique et qui montre bien que, comme le disait Gridflex dans son éclairage, que certes, il y a un retard au début, comme un peu partout en Europe, et ça s'explique pour des raisons économiques aussi, et on voit bien que l'Italie est en train de rattraper et de faire de nombreux efforts qui va lui permettre de rester dans la course. On a de nombreux témoignages effectivement de ce qui se passe en Italie à ce niveau-là. Donc, je vais, comme l'heure tourne, et qu'on était assez nombreux finalement pour s'exprimer, je vais arriver à la fin je vais devoir conclure ce webinaire illustré sur la partie Espagne et Italie. Vous voyez combien on a de choses à dire, mais combien nous sommes tous effectivement motivés pour être ensemble pour accompagner toutes les PME et ETI qui le souhaitent. Il y a énormément de sujets à traiter. Mais avec ce travail d'équipe et l'expérience surtout des équipes, je pense que c'était évident là. N'hésitez pas, effectivement, on est à votre disposition pour vous accompagner. Et n'oubliez pas non plus, il y a beaucoup d'agences nationales qui aident les entreprises à s'installer dans leur pays avec des aides régionales, nationales, des subventions. Ça existe pour l'Espagne, ça existe aussi en Italie ou par le biais des agences gouvernementales. Donc, il y a quand même une batterie d'aides qui permettent d'accompagner les entreprises financièrement, administrativement et effectivement avec nous-mêmes, vos partenaires habituels. En tout cas, un grand merci de cette participation et un grand merci aux intervenants et on reste à votre disposition. Je vous annonce simplement que pour demain, donc, ça sera la dernière webconférence de la semaine avec un thème plus financier, se développer à l'international en sécurisant sa gestion financière. Alors là aussi, on aura un choix assez dense d'invités. On aura d'abord le numéro 1 mondial de l'assurance crédit, Allianz Trade. Nous aurons le témoignage d'une entreprise spécialisée dans la gestion de la chaîne logistique, puisqu'il s'agit du groupe Clasquin Transitaire International, très intéressant car très opérationnel. Et on parlera aussi d'accompagnement de la transition énergétique, entre autres, mais pas que. Nous aurons un regard aussi sur les couvertures de change, sur les opérations de trade finance, sur la gestion du BFR à l'international. Voilà, donc, et nous aurons également un témoignage d'une PME du Sud-Ouest sur l'assurance crédit.
Voilà, donc un programme encore très riche demain à 11 h. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour notre prochaine réunion. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.